Bien, je vais commencer par rappeler la définition de deux fonctions équivalentes. Et donc, pour donner cette définition, j'ai besoin de données. Il me faut A dans R bar. Ça veut dire que A peut désigner plus l'infini, moins l'infini, ou n'importe quelle valeur finie de R. J'ai besoin de deux fonctions f et g, et il est nécessaire qu'elles soient définies autour de A, mais pas forcément A, ça c'est pas obligatoire. Donc ce qu'il faut, c'est que ça existe un petit peu autour. À ce moment-là, j'aurai le droit de m'intéresser à la notion de f et g équivalentes, et ce qui caractérise deux fonctions équivalentes f et g, c'est qu'il existe une écriture, f de x égale alpha de x, g de x, où le alpha de x est une fonction qui tend vers 1 quand x tend vers a. Si cette caractérisation est vérifiée, on écrira alors f équivalente à g, et ici vous voyez apparaître une notation qui ressemble à la limite, mais en vérité je ne fais pas tendre x vers a. C'est une façon de dire que tout se passe au voisinage de A, ou en A. Voilà, l'équivalent autour de A. Donc attention, ça ressemble à une limite où on fait tendre x vers A, mais c'est pas ça. En particulier, vous voyez que dans une limite, il n'y a pas x à la fin, il y a une valeur. Avec un équivalent, ce qu'on récupère, c'est une formule en x. Donc faites gaffe à ça. Ne vous faites pas avoir par le visuel. Petite propriété, si le quotient f sur g est défini au voisinage de A, sauf éventuellement en A, eh bien dire que nos fonctions sont équivalentes, ça revient à dire que ce quotient a pour limite 1 en A. Donc on a vraiment deux formules qui ont le même ordre de grandeur. L'intérêt de produire une formule équivalente, vous en général, vos données, ça sera uniquement A et une fonction f. Et c'est à vous de produire g qui devra être équivalente. Bon, l'intérêt, c'est de produire une formule plus simple que f, plus compacte. Et après, vous avez vu en cours que quand on récupère une formule équivalente, eh bien la limite de l'équivalent, c'est plus facile à gérer. Et la limite de l'équivalent, c'est la limite de f, quand ça existe. Pareil, l'équivalent, comme c'est censé être une formule plus simple, on peut mieux observer le signe de l'équivalent. Eh bien, le signe autour de A de f, c'est le même que le signe de l'équivalent. Et puis, si vous êtes en L2, vous avez fait un module sur les séries numériques et vous avez vu que quand vos termes de série sont positifs, la série des équivalents est de même nature. Donc bref, plein d'utilités à savoir produire son équivalent. Je vous rappelle les équivalents usuels. Première méthode que j'appelle, avec l'acronyme ici, propriété, propriété de la limite finie non nulle. C'est l'idée que vous regardez la limite de f de x, si elle existe. Imaginons que vous trouviez une valeur finie non nulle. Alors c'est réglé. Vous direz que f est équivalente à L en A. Typiquement cosinus, je vous ai mis un exemple. Vous voyez, en 0, ça fait cos 0, 1. Donc là, vous dégagez cosinus, il est équivalent à 1. C'est le premier équivalent, c'est le plus simple. En fait, quand on produit des formules, c'est que l'ordre de grandeur de la fonction en A, c'est plus moins l'infini ou 0. Les autres cas, on remplace par le L non nul. Vous devez savoir qu'un polynôme est équivalent en plus moins l'infini à son monôme de plus haut degré. Je vous ai mis cet exemple. Ici, on a un polynôme, et donc j'ai gardé le monôme 3x5. Il est important de garder le 3. J'expliquerai dans l'autre vidéo pourquoi. Un polynôme en 0, ça va être équivalent à son monôme de plus bas degré. Donc là, je vous ai proposé ce polynôme-là, et vous récupérez qu'en 0, il est équivalent à la formule 12x. On n'écrit jamais équivalent à 0, ça ne veut rien dire. Dans la prochaine vidéo, de toute façon, je fais un petit topo de ce qu'on ne doit pas faire avec les équivalents. Donc là, on produit une formule qui tend vers 0, mais c'est une formule. C'est ça l'intérêt de l'équivalent, c'est pas une limite. Sauf dans le cas limite non nulle. Si vous observez qu'une fonction f est de la forme phi de x et des termes négligeables devant phi, alors vous direz que f est équivalent à son terme dominant. Ce que je résume en disant qu'on peut négliger un terme négligeable pour trouver un équivalent. Pareil, je vous ai mis un exemple. Voici un f de x un peu longué. En plus l'infini, 2 exponentielle x, il est super fort. Et vous savez qu'il est beaucoup plus fort que x12000 par croissance comparée. En fait, vous savez que x12000, même s'il est infini, il est négligeable devant lui là. C'est lui le fort. Donc lui, même si c'est de l'infini, il est négligeable. ln de x puissance 12, même chose.
C'est infini en l'infini, mais c'est beaucoup moins que 2 exponentielle x. Ce sont des petits taux. Et ça, c'est la croissance comparée qui nous le dit. Du coup, vous avez bien votre structure, f de x égale phi de x, le fort, plus un truc négligeable devant phi, plus un truc négligeable devant phi. Donc f, il est équivalent au fort. Composé usuel, je vous ai rappelé que exponentielle u moins 1 est équivalent à u, à condition d'avoir u qui tend vers 0 quand x tend vers a. Donc c'est de la composée, puisqu'ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir pile poil x. Vous avez une formule u de x. Je vous ai rappelé que sinus u est équivalent à u avec la même condition. Cos u moins 1 moins u2 sur 2. Pour s'en souvenir, rappelez-vous que cos u moins 1 est négatif, du coup on met moins u2 sur 2. Et si vous vouliez 1 moins cos u, c'est positif, vous mettriez u2 sur 2. ln de 1 plus u équivalent à u, toujours avec la même condition. Arctan u équivalent à u. Et avec alpha fixé, 1 plus u alpha moins 1 équivalent à alpha u, avec la même condition. Voici quelques exemples. Sin 1 sur n, ben typiquement, si je fais tendre n vers l'infini, c'est de la composée, mais c'est une composée sin u. Et le u tend vers 0. Donc vous pouvez utiliser cette composée usuelle du cours et dire que c'est équivalent à 1 sur n. Ça tend vers 0, donc je ne peux pas utiliser la propriété de limite, mais je peux reconnaître une composée exponentielle u moins 1, avec mon u qui tend vers 0. Donc c'est équivalent à u. Ça, ben en fait, c'est 1 plus u puissance alpha moins 1. Et donc, je peux utiliser mon équivalent à alpha u, car le u tend vers 0, et bien sûr, j'indique que j'ai vérifié. Enfin, dernière chose à connaître, c'est qu'on peut faire des produits, des quotients et des puissances entre équivalents. Alors, regardons ensemble cet exemple. J'ai donné un énorme f de x, et je vous demande de trouver un équivalent de f en l'infini. Alors, je vais d'abord regarder lui, là. Lui, c'est un polynôme. Donc, avec la règle des polynômes, ben, j'observe que ça, là, c'est équivalent à x au carré, le monôme de plus haut degré. J'ai une deuxième quantité au dénominateur ici. Ce n'est pas un polynôme vu qu'il y a du ln, mais j'observe qu'il y a x5 qui est fort, ln de x qui est négligeable devant x5 par croissance comparée, et 8, bonjour, il est tout petit, il est négligeable devant l'infini du x5. Du borné est toujours négligeable devant de l'infini. Donc ça va être équivalent à x5. Et je vais préciser que ça l'est parce que, j'explique pourquoi vite fait, car, eh bien, ln de x plus 8, c'est un petit taux de x5 en l'infini. Croissance comparée. Et donc j'ai négligé mon terme ln de x et mon terme 8. 1 moins cos 1 sur x, ça fait quoi? Quand x tend vers l'infini, ça vaut à peu près 0. Donc il faut produire une formule, il ne faut surtout pas écrire équivalent à 0. Et là, je reconnais 1 moins cos u. 1 moins cos u, je percute, u carré sur 2, à condition que u tende vers 0, c'est le cas. Donc là, 1 sur 2x2. Car le u qui vaut 1 sur x tend vers 0. Donc là, j'ai repéré ce terme, ici, et j'ai chopé un équivalent. Enfin, j'ai ma formule arctan x, et elle, quand j'évalue en plus l'infini, ça a une limite finie, arctan c'est borné. Arctan x, c'est équivalent à pi sur 2. Propriété de la limite finie non nulle. Limite de arctan x quand x tend vers l'infini égale pi sur 2, donc je la prends comme équivalent. Et donc ça me fait lui, là, pareil, j'ai simplifié, j'ai trouvé un équivalent. Et après, c'est quoi le bilan de tout ça? C'est que entre ces formules, qu'est-ce qu'on fait? On fait des produits, on fait des quotients, et on fait une puissance. Je fais la puissance 12 de ça. Et ça, j'ai le droit de le faire avec mes équivalents. Du coup, mon équivalent de f de x en plus l'infini, eh bien ça va être mon x2 divisé par x5 au dénominateur, fois le 1 sur 2x2 puissance 12 fois pi sur 2. J'ai fait avec mes équivalents des opérations qui sont uniquement des produits et des quotients, et ça j'ai le droit. Donc évidemment, là, je réduirai. Quand x tend vers l'infini, on ne présente pas un résultat final comme ça.
Là, vous auriez du 1 sur x cube, et puis ici, vous avez du 1 sur 2 puissance 12 fois x puissance 24 fois pi sur 2, et puis on range tout ça, donc ça vous fait équivalent quand x tend vers plus l'infini à du pi sur 2 puissance 13 fois 1 sur x puissance 27. À bientôt pour la vidéo où je vous expliquerai ce qu'il ne faut pas faire.